Bienvenue à tous. Cette vidéo va être très intéressante car nous allons discuter d'un sujet qui ne reçoit pas beaucoup d'attention de nos jours. En fait, c'est le cas dans une certaine mesure, mais il n'est généralement associé qu'à la photographie d'esprit. Mais il semble qu'il y ait une quantité impressionnante de photos historiques qui sont présentées comme telles, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces photos. Donc la question qui se pose est la suivante. Des techniques de manipulation de photos ont-elles été utilisées au début de la photographie, environ entre 1840 et 1920, ou bien toutes ces photos sont-elles considérées comme des faits historiques? Je pense qu'une fois que l'on commence à se plonger dans cette question, ou dans l'idée que Photoshop existait avant les années 1900, on commence à ouvrir des portes très étranges qui soulèvent encore plus de questions. Nous aborderons cette forme d'art perdu qu'est le traitement des photos anciennes et l'histoire qui la sous-tend pour aider à trouver d'autres exemples de photos. Je voulais remercier Stuff Beagle qui fait d'excellentes recherches. Et puis j'ai récemment regardé un live extraordinaire sur ce sujet sur la chaîne d'autodidactique de Campbell. Donc bravo à eux. Il s'intitule Overexposed. Et vraiment, ça m'a bluffé parce que j'avais déjà vu ça dans nos recherches sur de nombreuses photos. Mais là, le nombre des photos manipulées s'accumule vraiment. Alors j'ai pensé à faire une présentation sur ce sujet. Alors Biggs a beaucoup aidé à la réalisation de ces photos, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à lui envoyer un peu d'amour. Une photo peut être un outil puissant. Pour quelqu'un qui en fait l'expérience pour la première fois, elle peut vraiment être magique. Mais les photos racontent une histoire, et pour beaucoup, c'est la façon dont nous nous souvenons du passé. C'est notre seule porte d'entrée vers ce qu'était la vie, et dans de nombreux cas, elle explique la nature de la vie urbaine de l'époque. Lorsque la photographie est apparue au début du 19e siècle, les gens ne savaient pas quoi penser d'une technologie aussi nouvelle, au point d'ignorer les méthodes avancées de cet art, telles que la composition ou la superposition de plusieurs photos en une seule. Pourtant, aujourd'hui, les photos anciennes sont également utilisées par les historiens pour mieux comprendre le passé, qu'il s'agisse de documenter des dates, des photos de construction ou même des événements historiques sur la base de ces documents photographiques. Mais je trouve étrange qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications sur ce processus de retouche, et certaines des photos historiques les plus célèbres ne sont en fait jamais décrites comme ayant été manipulées. Alors s'agissait-il d'une forme d'art secrète? Je veux dire, pensez-y, pour un appareil aussi nouveau, qui nous le savons a été repris par les capitalistes et les médias de l'époque, ce serait un puissant outil de propagande dans de mauvaises mains. Le sujet de la manipulation des photos de l'ancien monde n'est pas vraiment abordé en ligne non plus. Vous pouvez trouver quelques articles à ce sujet, mais ils sont tous du style « Saviez-vous qu'ils avaient Photoshop dans les années 1900 ?» Et ils vous montrent les photos d'esprit, les photos les plus évidentes. Mais attendez, réfléchissons. S'ils avaient Photoshop dans les années 1900, ou même dans les années 1850, attendez, même avant cela, depuis l'aube de la photographie, et que se passerait-il s'ils manipulaient une photographie sans rien dire sur le fait qu'il s'agit d'une manipulation photographique? Mon expérience se situe dans le domaine de la composition numérique, bien que j'ai également de l'expérience en photographie. Mon diplôme est en animation informatique et j'ai une compréhension approfondie des techniques avancées. Mais il est intéressant de noter que l'une des choses que nous avons apprises à l'école dans mon cours de VFX est appelée VFX Invisible. Ils ont utilisé Forrest Gump car il contient de nombreux exemples d'effets invisibles tels que le changement de ciel, des personnes en costume vert, des choses aléatoires, juste pour rendre la scène plus agréable, le tout avec l'intention de créer une illusion pour le spectateur. Mais ce n'est pas une nouvelle technologie, ils font ça depuis longtemps. Et il y a en fait beaucoup d'effets visuels dans ce film. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des manipulations flagrantes que l'on remarque, comme dans les films de super-héros et les monstres, et puis il y a de très bonnes manipulations de photos que l'on ne remarque pas. Et nous devons comprendre cela parce que ça signifie qu'il peut y avoir des centaines, voire des milliers de photos dans les archives historiques qui pourraient avoir été retouchées ou éditées d'une manière ou d'une autre. Au début, on peut penser que ce n'est pas grave, qu'il suffit de nettoyer la photo. Mais c'est plus qu'un simple nettoyage. C'est au point qu'il est tout à fait possible de raconter l'histoire que l'on veut. Je ne vais pas lire cette vidéo en entier, mais
Vox a publié une vidéo qui expose ce phénomène et je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte. La vidéo s'intitule « Le mystère des cartes postales du même ciel ». En gros, ce type était obsédé par la collection de cartes postales jusqu'à ce qu'il commence à remarquer quelque chose de très étrange. Un motif répétitif. Citation. Vous le voyez, et puis c'est tout. Ce type a donc regroupé et organisé ces cartes postales et indiqué clairement qu'ils ont réutilisé les mêmes stocks de ciel sur toutes ces cartes postales. Same Sky Postcards. Cartes postales du même ciel. Et ce que vous devez taper sur Google pour trouver ces cartes postales. Il mentionne également qu'il déplaçait la photo pour essayer de la changer, de créer des variations, mais il s'agit toujours de la même photo. Alors pourquoi faire cela sur des centaines de cartes différentes? Pour qu'elles soient plus belles? Pour les présenter sous un meilleur jour? Les gens ne pensent pas vraiment lorsqu'ils achètent ces vieilles cartes postales qu'elles ont été modifiées, peut-être en les colorant un peu, mais en les masquant complètement et en changeant le ciel. Et que pouvaient-ils faire d'autre encore? Ils affirment dans la vidéo qu'il est devenu évident que ces ciels ne faisaient pas partie des photos originales, même s'ils sont présentés comme réels et que personne n'ait jamais expliqué qu'il s'agissait de photos modifiées. D'où le mystère des cartes postales avec le même ciel. Alors pourquoi ont-ils fait cela? Alors, ils découvrent avec intérêt que toutes ces cartes postales ont été imprimées par une seule et même entreprise qui tente alors d'expliquer qu'il s'agit simplement de la signature de l'entreprise. Bien en vue, mais que personne ne peut la voir. C'est étrange qu'ils fassent ça et que cela semble être une opération. Pourquoi cette société a-t-elle fait le tour et édité toutes ces cartes postales différentes de tant de lieux différents? Bizarrement, il montre cet article de journal avec un texte surligné disant que le Dexter Press Inc. est l'un des plus grands fabricants de cartes postales. Mais il est intéressant de noter que dans le texte grisé, on peut lire la photo d'une belle baigneuse qui vous fait signe sur une plage de Floride ou d'un pêcheur de truites qui lance à la mouche dans un ruisseau du Colorado. Il y a de fortes chances que Dexter Press l'ait en sa possession. Ils ont donc une collection massive de photos. Dans cette vidéo, il vous explique précisément comment il procède. L'homme qui possédait Dexter Press avait un département artistique entier pour la manipulation de photos. Il ne l'appelait pas ainsi, mais c'est exactement ce qu'il faisait. C'est ce que l'on appelle le traitement des photos, et nous en parlerons plus en détail dans quelques instants. Proposer de corriger les problèmes d'image dans la photo. Donc voilà, les masques d'image existaient déjà bien avant Photoshop et ils le disent dans la vidéo. Un artiste venait avec un couteau et découpait un masque pour l'image, puis changeait le ciel. C'est comme ça qu'ils faisaient avant les ordinateurs. Donc ils avaient certainement la capacité d'utiliser des calques. Il dit même à la fin qu'après avoir fait ce processus de retouche photo, personne ne le remarquerait. Ok, retenons ça pour plus tard. Mais si vous ne savez pas ce qu'est un masque, il s'agit en fait de créer différents éléments ou découpes à partir de différentes photographies afin de pouvoir les utiliser en couches. Je peux créer un masque d'un bâtiment et le placer dans n'importe quelle situation. Je peux le déplacer sur une autre photographie et essayer de trouver une perspective similaire, puis fusionner les différentes couches pour créer une nouvelle photographie altérée. Plus l'artiste est talentueux, plus le résultat est réaliste et la manipulation est à peine perceptible. Mais c'est uniquement parce qu'on ne nous a jamais enseigné ce sujet en détail. Une fois que vous savez ce qu'il faut chercher, ils étaient en fait très mauvais en matière de manipulation de photos dans de nombreux cas, à tel point que c'est assez évident si vous savez où regarder. Si vous pensez qu'il s'agit d'une conspiration, ce n'est pas le cas, car je suis sûre que vous êtes tous au courant de la photographie des esprits. Mais est-ce qu'on nous a déjà expliqué comment ils font ces photos et les implications de cette forme d'art? L'histoire de la photographie Spirit commence en fait avec un certain James Wallace Black. Et je n'avais jamais entendu parler de la photographie Spirit,
Mais avant que tout cela ne se produise, un matin d'octobre 1860, ce G.W. Black est monté avec l'un des meilleurs voltigeurs, Samuel Archer King, et ils sont montés dans son ballon appelé la Reine des airs. Si j'en parle, c'est parce que ce G.W. Black est responsable de la création des premières photographies aériennes en Amérique en 1860. Ils veulent donc vous faire croire que le daguerréotype est apparu en 1839, mais qu'ils ont attendu 20 ans pour faire de la photographie aérienne. Je n'y crois pas du tout. Qu'en est-il de toutes ces gravures aériennes du début des années 1800 ? Ont-elles quelque chose à voir avec cela ? Alors ce G.W. Black, on dirait que c'est une sorte de propagande, mais ce qui devient fou, c'est que ce photographe aérien rencontre William Mumler, qui est le célèbre créateur des photographies Spirit. Beaucoup de ceux qui se sont penchés sur le sujet de la photographie Spirit connaissent très bien Mumler. L'histoire affirme également que lorsque ces deux hommes se sont rencontrés en 1860, ils pratiquaient déjà la photographie depuis 20 ans. Alors, comme je l'ai dit, pourquoi n'ont-ils pas simplement volé dans un ballon ? L'armée américaine n'avait pas de moyens de transport aérien. C'est ce qu'ils nous disent. Ah mais ils avaient des ballons sellettes et des représentations fantaisistes de ces engins. Pourtant, nous devons croire qu'il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que les voyages aériens se généralisent. Black était censé croire en la capacité de William Mumler à capturer des images d'êtres spirituels, ce que je ne crois pas un seul instant. Ce J.W. Black travaillait dans la photographie depuis plus de 20 ans et connaissait toutes les ficelles du métier. Il ne pouvait pas simplement croire en Mumler. En fait, il était lié à toute cette escroquerie. Ils disent que Black l'a cru parce que lorsque Black a essayé de faire cela dans son studio, il n'a pas pu comprendre l'astuce de Mumler et donc il a cru que c'était vrai. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, car il aurait été parfaitement conscient qu'avant l'utilisation du négatif sur verre en 1859, toutes les photographies d'esprit étaient basées sur l'exposition, ce qui prouve qu'il maîtrisait l'art d'utiliser l'exposition pour manipuler les photos. Puis, en 1859, le négatif sur verre a commencé à être utilisé, parce qu'il permettait de réaliser des images doubles, et tout à coup, des esprits ont commencé à apparaître régulièrement. C'est ce qu'ils disent sur Wiki. Mais ce n'est pas forcément vrai, parce que on nous dit aussi qu'en 1857, il y a l'une des premières photographies composées, qui s'appelle Deux modes de vie. Elle a été réalisée par Oscar Gustav Reichländer. Nous reviendrons sur Mumler et Spirit Photographie, mais je veux m'assurer que vous compreniez bien de quoi nous parlons lorsque nous parlons de Early Photoshop, le Photoshop de l'ancien monde. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, à tel point que les gens ne connaissent même pas la terminologie correcte. Ces premiers composites ont un nom, les montages photographiques victoriens. Si vous cherchez photomontage, on vous parlera de Two Ways of Life. J'ai appris cela en cours de composition à l'école, mais allez voir la page de Wiki, et ils ne vous diront pas combien de négatifs ont été utilisés dans Two Ways of Life. Ce n'était pas juste une double image. Two Ways of Life a utilisé plus de 30 négatifs sur verre combinés pour faire ce montage photo épique, ou ce que nous appelons aujourd'hui une image composite, photoshopée. C'est une histoire très intéressante parce que elle n'est pas très connue et elle est censée être la photographie la plus controversée, mais il n'explique jamais vraiment pourquoi. Wiki vous montrera toujours quelques exemples avec des images. La plupart des historiens de l'art connaissent ces fameux composites. Mais le texte continue en expliquant que ces montages de photos étaient utilisés à Montréal pour commémorer de grands événements sociaux qui ne pouvaient pas être capturés autrement. Ok, donc des photos truquées. Et ensuite, il commence à faire des cartes postales fausses, comme nous l'avons vu plus tôt. Mais pas uniquement pour le souvenir, mais également pour faire de la propagande. Soldats dans un avion, et les femmes et les enfants de leurs amants dans un autre avion. Il continue également à dire que ses premiers photomontages se composaient d'éléments photographiques. Écoutez bien. Ils ont superposé de l'aquarelle, ou en d'autres mots, ils ont peint les cartes postales. Donc Wiki vous dit qu'ils combinaient plusieurs photos pour créer des composites, et ils peignaient également dessus. Intéressant. Alors tout ça a continué pendant le début du XXe siècle, mais le nom de photomontage n'est apparu qu'en 1916, et je pense qu'il s'agit plutôt d'un nom de couverture, car ça donne l'impression qu'il s'agit simplement d'un découpage, d'un collage. Mais non,
Il s'agit plutôt d'un traitement photo, d'une manipulation qui implique non seulement la correction, mais aussi l'intégration de multiples négatifs d'autres photographies afin de raconter l'histoire que l'on souhaite. Ils les ont utilisés tout au long de la Première Guerre mondiale, soi-disant, mais ils veulent vous faire croire que ce n'est qu'en 1920, avec Hartfield, qu'ils ont commencé à les utiliser pour raconter une histoire, ou en d'autres termes, pour faire de la propagande. Plus de 240 photomontages ont été utilisés pendant la période nazie comme arme contre le fascisme et le Troisième Reich. Mais comme je l'ai dit, ils veulent vous faire croire que les montages photos sont comme le travail de Hannah Hoche, une sorte de collage créatif, alors qu'en réalité il ne s'agit que des montages les plus évidents. Mais qu'en est-il de ceux qui ne le sont pas? Cette méthode a été utilisée par la propagande russe avec des artistes comme Eli Lissitsky, Alexander Rodchenko, Gustav Klutzy et Valentina Kulagina. Ce processus était donc parfaitement maîtrisé dans les années 1920 pour l'utilisation de la propagande. Mais qu'en était-il avant? Saviez-vous par exemple que l'une des peintures les plus célèbres de Lincoln est en fait un portrait composite qui place sa tête sur le corps de l'homme politique sudiste John Calhoun? Ce processus de photomanipulation remonte aux années 1850 et était utilisé pour tromper les gens, tout comme nous utilisons Photoshop aujourd'hui. Ils pouvaient le faire en ajoutant des négatifs dans un processus de collodion humide, ce qui leur permettait d'extraire et de mélanger plusieurs négatifs pour obtenir une image finale. Cette photo s'appelle General Grant at City Point. Elle est un montage ou un composite de plusieurs images et ne représente pas réellement le général Ulysses Grant à City Point. 3 photos fournissent différentes parties du portrait. La tête, prise par Grant à son quartier général de Cold Harbor en Virginie, le cheval et le corps de l'homme, pris par le général de division Alexander McDowell McCook, et l'arrière-plan, pris par des prisonniers confédérés capturés lors de la bataille de Fisher's Hill en Virginie. Elle est datée de 1902. On nous dit que la caméra ne ment jamais, n'est-ce pas? Il s'avère que les studios réalisent des photomontages depuis les années 1850, voire plus tôt, et qu'ils peuvent combiner jusqu'à 30 négatifs différents. Voici un très bon exemple qui n'est pas très connu. En 1871, Ernest Eugène Appert a falsifié des photographies des massacres de la Commune de Paris de 1871. Il s'agit d'un photographe français connu pour avoir produit une série de photos truquées intitulée « Crimes de la Commune », destinée à discréditer les communards qui manifestaient dans les communes de Paris en 1871. Il a en fait beaucoup d'œuvres, donc nous savons que celle-ci a été falsifiée. Mais qu'en est-il de ces autres photos? Wiki n'en parle pas, mais regardez celle-ci, certaines sont plus évidentes que d'autres. Et vous pouvez voir à quel point cette forme d'art était étonnante en 1870. Il pouvait créer des scènes entières pour raconter l'histoire qu'il voulait. Des massacres, des rassemblements de grandes foules. C'est assez fou quand on pense aux implications de la propagande de 1870 avec des photos composées, des montages photos, des images photoshopées. Comment pouvons-nous faire confiance à tout ce que ces figures d'élite nous donnent? Eh bien, il y en a d'autres. L'une des photographies les plus célèbres de Staline est en fait une photographie truquée, intitulée « Le commissaire disparaît », sur laquelle on peut voir un officier à droite de la photo qui a été enlevé à l'aide d'une manipulation photographique à l'ancienne. Ça se passait en 1920. Il n'y avait donc pas d'ordinateur du tout. Et pourtant, il maîtrisait la capacité d'enlever complètement les gens des photos. Citation. Staline utilisait un groupe important de retoucheurs de photos pour découper ses ennemis sur des photos prétendument documentaires. Fin de citation. Oh, ok. Donc il y a beaucoup d'autres photos de ce type. Il ne parle jamais de ce processus non plus. Alors vous les verrez parler de cette photo sur History Channel, mais ils ne vont pas dans l'histoire de la manipulation des photos de l'ancien monde. Et quelles autres photos pourraient être falsifiées? Ils veulent juste couvrir cela pour que vous pensiez que les méchants ou les fascistes étaient ceux qui utilisaient ce matériel pour la propagande, ok? Mais comme la plupart d'entre vous le savent, qui, à votre avis, a financé la Première Guerre mondiale? C'est une longue histoire, mais il est certain qu'ils ont maîtrisé cette capacité dès les années 1920. Citation. On pense que l'obsession de Staline pour la retouche photographique a constitué une mini-industrie en URSS.
les éditeurs étaient contactés par les serviteurs de Staline qui leur demandaient d'éliminer l'ennemi du jour des photos à venir, ce qu'ils faisaient. Selon l'historien du design David King, qui a découvert des milliers de photos trafiquées et leur version originale, le travail n'était pas effectué dans un seul endroit, ni même par l'intermédiaire d'un ministère officiel. Fin de citation. Donc maintenant, la question est de savoir si cette industrie existait avant l'Union soviétique. En 1937 également, il y a une photo d'Hitler et de l'un de ses premiers alliés qui sont ensuite devenus des ennemis. Elle a été enlevée, mais j'ai pensé que c'était un bon exemple de la façon dont ils avaient un outil de clonage ou la capacité de peindre pour enlever des objets et insérer l'arrière-plan approprié. Alors ça semble être une technologie particulièrement avancée, notamment quand on regarde l'herbe et les arbres. Poursuivons avec Mümmler, puis examinons d'autres exemples de composite ou montage photographique datant du début de l'époque victorienne. Donc maintenant, nous pouvons clairement voir que toute cette histoire selon laquelle Black a vraiment cru en Mümmler est complètement absurde. Ils disent simplement cela pour donner plus de crédit à l'histoire et pour que personne ne puisse vraiment comprendre sa méthode. Pourtant, Mümmler aurait été pleinement conscient des progrès de l'art avec la publication de ses négatifs sur verre, puisque plusieurs artistes de l'époque utilisaient ces flux de travail avancés. Il a dû y voir une solution possible au mystère Mümmler, mais l'histoire raconte qu'il a envoyé son assistant Horace Weston au studio de Mümmler, qui se trouvait à quelques rues du studio de Blacks, et que son assistant devait se rendre là-bas et prendre des notes, mais sans dire qu'il était l'assistant de Blacks. Alors Weston s'y rend, et Mümmler prend la photo, qui s'avère être celle de son père décédé. Alors, ainsi, Weston, qui est l'assistant de Black donc, et qui prétend avoir été formé à la photographie par les meilleurs, saurait si quelque chose ne va pas. Donc après que Mümmler ait pris la photo et que Weston ait vu son père décédé, il dit « Tout ce que je peux dire à Monsieur Black, et il déclare cela en admettant qu'il a été envoyé en mission, c'est que je n'ai rien vu de différent de la prise d'une photo ordinaire. » Ça c'est ridicule car le processus n'a pas lieu au moment où la photo est prise, il a lieu dans la chambre noire et les médias qui font la promotion de ce genre de choses savent que la plupart des gens ne le savent pas, de sorte que les gens ont automatiquement supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'effet secondaire. Mais ce n'est pas le cas. C'est assez simple en fait, il s'agit uniquement de plusieurs négatifs combinés. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'effectuer des photographies d'expérience de pensée, mais ces premières photographies d'esprit sont des contrefaçons flagrantes et nous savons que cela est également lié au photographe qui a pris les premières photos aériennes des villes d'Amérique. Et il y a aussi toute cette histoire où Black est revenu voir Mümmler après cela. Et il a dit « Je veux voir tout le processus ». Et il a regardé Mümmler préparer le négatif et l'amener dans la chambre noire. Il n'a rien remarqué de suspect, mais bizarrement, même si Black était censé être sceptique, sans crier gare, il lui dit « Oh, vous savez quoi ? Je veux que vous finissiez le processus vous-même et que vous développiez le négatif. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec vos produits chimiques et je pourrais tout gâcher. » Puis Black le laisse seul et il s'empresse d'ajouter « Vous n'êtes pas assez intelligent pour mettre quoi que ce soit sur ce négatif sans que je le détecte. » Mümmler a alors répondu « Je suis bien conscient de cela. » Mümmler verse donc ses produits chimiques sur la plaque, puis je suppose qu'après avoir effectué son processus secret, il remet le négatif à Black, qui regarde la photo se développer avec un homme appuyé sur son épaule. Black était stupéfait, et il dit « Est-ce que c'est possible ?» Alors je pense qu'il y a deux choses. D'une part, Black était impliqué dans tout ce processus et ils étaient en train de mettre au point une escroquerie qui allait leur rapporter des millions en vendant des photos de supposés vrais parents décédés. Pensez à ce que les gens paieraient pour cela. Et l'autre possibilité, c'est que ce Mümmler ait mis au point une technique secrète de fusion des négatifs inconnus des autres photographes de l'époque. Peut-être une méthode chimique lui permettant d'amener dans le temps un autre négatif qu'il possédait et de projeter cette photo sur une autre plaque à l'aide de produits chimiques, un peu à la manière d'un vieux dispositif de traçage. Il n'y aurait alors aucune trace sur la plaque et les générations futures n'auraient aucune idée de la manière dont la photo a été prise. Il existe d'ailleurs une vidéo où l'on tente de reproduire ce procédé, mais personne ne connaît le processus secret de Mümmler. Réfléchissez à cela. Mümmler était l'un des plus grands canulars du 19e siècle et qui a fonctionné. Les gens y ont cru parce qu'il s'agissait d'une nouvelle technologie.
C'est ce que les historiens classiques diront en tout cas. Ils avaient très probablement cette technologie plus tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que les orphelins à qui l'on donne des photographies et qui n'ont aucune compréhension de la composition, des processus avancés de traitement des photos, de la combinaison des négatifs et de bien d'autres techniques, ne vont pas remettre en question une photographie qui semble authentique, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'une histoire. Maintenant, en ce qui concerne la photographie spirit, et c'est assez évident et la plupart d'entre vous seront d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une vieille manipulation de photos, mais aussi d'un vieux mensonge, d'un canular. Mais jusqu'à quel point cela va-t-il loin? Pour résumer, en ce qui concerne les photomontages, l'histoire de l'art ne les enseigne que sous l'angle des canulars et de la propagande, avant qu'ils ne soient repris par des artistes surréalistes et contemporains. Ils peuvent mentionner quelques célèbres composites anciens comme les deux modes de vie, The Two Ways of Life, mais ils ne parlent pas vraiment d'autres figures comme Gustave Le Gray, qui est à l'origine du ciel rapporté. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent le phénomène des vanilla skies, les ciels vanillés, que l'on peut voir clairement sur de nombreuses photographies anciennes. Il y a même des sceptiques qui disent que l'explication est simplement due à la nature du spectre de la lumière visible qui fait que les rouges ressortent plus sombres et les bleus plus clairs. Ce qui est en fait vrai, ce qui amène les gens à penser que les vieilles photos étaient surexposées et avaient des ciels vannis parce que c'est simplement la nature des émulsions utilisées. Mais deux choses peuvent être vraies en même temps. Ce qui veut dire que c'est un problème, n'est-ce pas? C'est un problème de ciel vanillé. Et c'est intéressant parce que cette histoire de bleu surexposé prouve sans l'ombre d'un doute qu'ils utilisaient la manipulation des photos dès le début pour résoudre ce problème. Tout commence avec Gustave Le Gray, pionnier de ce que l'on appelle le procédé au collodion, inventé par Frederick Scott Archer. Il s'agit d'une des premières techniques de manipulation photographique, dans laquelle le matériel photographique est enduit, sensibilisé, exposé et développé en l'espace de 15 minutes. Le procédé du collodion a permis à Le Gray de résoudre un problème qui ne pouvait pas être résolu avec la supposée nouvelle technologie de l'époque, le problème du ciel vierge. Les gens peuvent penser que c'est une preuve contre le ciel vanillé, mais c'est en fait le contraire, parce qu'en 1850, ils utilisaient ce entre guillemets, problème de la photographie à leur avantage. Ils s'efforçaient de le résoudre et, curieusement, ce procédé au colloïdion et le Gray sont liés au gouvernement français de l'époque. Dans Mission héliographique, les remparts de Carcassonne, on apprend que Le Gray se déplaçait pour prendre des photos de sites anciens et de châteaux en France, et qu'il s'efforçait de prendre l'une de ces photos des châteaux et de faire un échange de ciel pour la zone blanchie du ciel, ce qui signifie qu'il voulait manipuler une photo d'un site ancien prise au cours d'une étude de plusieurs sites différents. Dans une étude de 1850 sur la lumière et l'obscurité, on essayait de résoudre le problème de la création de ciel et de la prise de photos de la mer, puisqu'elles étaient toutes les deux bleues. Dans les années 1850, on a donc ajusté l'exposition et les produits chimiques utilisés pour pouvoir capturer le spectre bleu. Et en plus, on les a réunis pour créer une œuvre d'art intitulée « Effet solaire », qui, si vous disiez à quelqu'un qu'il s'agit d'une vieille photographie, personne ne devinerait qu'elle a été éditée. Citation. « Il semble qu'il n'y ait eu aucune déclaration de Le Gray sur la façon dont il a été inspiré pour utiliser la méthode révolutionnaire de l'impression combinée avec des négatifs multiples. Il n'y a pas non plus d'instruction de sa part sur la manière dont il a imprimé l'image finale. Donc il est possible que, conscient de la concurrence entre les photographes d'art, il ait prudemment gardé le silence. Ils auraient donc gardé le silence. Quelles que soient les procédures, les paysages marins de Le Gray, qui combinaient des prises de vue séparées du ciel et de la mer, en une seule image étonnante, étaient considérés comme une évolution majeure, voire étonnante à son époque. Fin de citation. Donc voilà, il s'agit donc d'un processus secret. Et dans les années 1850, on avait déjà trouvé une solution pour les ciels décolorés et la composition des photoréalistes, ou ce que l'on appelle les photomontages victoriens. Grâce à ce procédé, ils ont commencé à capturer des entre guillemets, photos d'archives de plusieurs ciels et mers de la côte française, ce qui prouve qu'ils étaient capables de capter la lumière bleue il y a plus de 250 ans.
Ici, en 1858, nous avons un premier composite appelé Fading Away par Henry Peach Robinson, qui a été construit à partir de 5 négatifs différents, ce qui est assez avancé pour une période aussi ancienne. Il y a également plusieurs photos dont l'artiste est inconnu et qui apparaissent lorsque l'on tape Old Photoshop. L'homme à deux têtes de 1865. L'homme jonglant avec sa propre tête de 1880. Un homme sur un toit avec 11 hommes en formation sur ses épaules. Et celle-ci vous fait vraiment réfléchir. La prochaine photo est très célèbre. Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel de 1932. Bon, mais maintenant que nous en savons plus sur les premières techniques de photographie, qui peut dire qu'elle n'a pas été altérée ? On ne nous dit pas si plusieurs négatifs ont été utilisés ou non. Elle est principalement attribuée à Lewis Hine, mais l'identité du photographe reste inconnue. Elle est littéralement considérée comme un morceau de l'histoire américaine. Mais ils ne savent pas qui en est l'auteur ? Et regardez la faible luminosité autour de ces gens. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un photomontage ? Pensez-y, ils ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient produire des photographies légendaires, étonnantes, et prétendre qu'elles étaient réelles. Alors pensez aux implications. Vous ne pensez pas que les barons du crime, les riches capitalistes et l'élite politique en étaient conscients ? Je pense qu'ils en étaient parfaitement conscients, à tel point qu'il s'agissait d'une industrie à part entière. Mais avant de poursuivre, il convient de comprendre les différents types de traitement des photos, chacun d'entre eux étant unique et donnant des résultats différents. La photographie est tout simplement une technologie chimique. Vous disposez d'une plaque qui peut être constituée d'une variété de matériaux différents, les plus anciens étant le métal ou l'étain. Puis est venu le verre. Ces plaques sont enduites de produits chimiques qui réagissent ensuite avec la lumière. En utilisant différents produits chimiques et différents matériaux, on obtient des résultats différents. Voici quelques procédés photographiques qui ont été pratiquement oubliés. L'héliographe, l'hylotype, le calitype, le physototype, le colotype, le cyanotype, le daguerreotype, le ferrotype, l'embryotype, le tirage au charbon, le tirage à l'albumine et le carte de vista. Mais il y en a d'autres et d'autres encore qui ont été gardés secrets parce qu'ils disposaient de cette technologie pour aider à la réalisation de gravures sur plaques de cuivre. La plupart d'entre vous connaissent les tintypes, les photographies de type ferrotype, parce qu'elles sont exposées dans les foires. Ces procédés sont considérés comme beaucoup plus rapides que les autres et ne nécessitent donc pas beaucoup de travail en studio. Mais nombre d'entre eux ont en fait été modifiés pour créer des photographies composites, l'une d'entre elles en particulier montrant deux jeunes filles devant un grand château, qui est clairement un mélange de peinture et de photographie. Les ferrotypes et ambrotypes utilisaient ce premier procédé au collodion humide pour capturer une image sous-exposée qu'ils traitaient ensuite avec des produits chimiques pour en faire un positif. Ils plaçaient ces verres négatifs traités positifs devant un papier noir pour créer les ambrotypes. Et pour les tintypes ou ferrotypes, il s'agissait d'un métal laqué noir. On ne dit pas qu'il s'agit d'une image manipulée, mais le ciel est très clair dans ce ferrotype datant d'environ 1900. Ils disposaient également de ce que l'on appelait un fixateur photographique, dans lequel ils utilisaient du cyanure de potassium pour obtenir une image aussi claire que possible, ce qui permettait de fixer les images surexposées, de les rendre plus stables et d'éviter la formation de brouillard. Les ferrotypes ont d'abord été appelés mélanotypes. Les portraits au crayon et à la craie sont des images manipulées artistiquement qui semblent être un croisement entre des dessins à la craie ou au crayon. Les photographies japonaises des années 1860 ont toutes été teintées. Beaucoup d'entre elles sont d'une qualité extrême, mais cela montre à quel point le processus de fabrication d'une photographie est important, au point qu'il s'agit d'une œuvre d'art mise en scène. Le processus de doctorisation des photographies existe depuis l'aube de la photographie. Mais n'allons-nous pas discuter de l'éthique impliquée dans un tel processus ? C'est un puissant outil de propagande. N'oubliez pas que ces premières photos sont des documents historiques dans de nombreux cas. Nous savons qu'il existait des studios de retouche qui procédaient à l'élimination du vieillissement, à l'instar des filtres modernes des médias sociaux,
et qu'il pouvait le faire avant les années 1900 et nettoyer ou supprimer tout ce qu'il souhaitait. Je pense que c'est le concept de base des ciels vanillés ou Vanilla Skies, que ces photos montrent des signes de falsification précoce et que cela n'a pas vraiment d'importance qu'il y ait eu des processus photographiques qui ont surexposé les blancs parce que, comme nous l'avons appris, ils avaient d'autres processus pour s'adapter à cela. Donc ils savaient que c'était un problème et que cela pouvait être utilisé pour cacher certaines caractéristiques. J'en dirai plus à ce sujet bientôt. Mais les premières photographies, à peu près toutes, sont soumises à un processus de retouche photo, comme l'expliquent clairement de vieux livres. Écoutez ça, du Collège de photographie de l'Illinois en 1905. Nous avons un petit livre qui parle et explique la photographie et comment elle dépend de la retouche. Citation. La photographie, ce qu'elle est et comment elle est faite. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'art et la science de la photographie, quelques explications sont nécessaires. Lorsqu'une photo est prise avec un appareil photo, elle est réalisée sur une plaque de verre qui, après développement, montre l'objet en nuances de noir et de blanc inversés. Cette plaque est appelée le négatif, dans laquelle toutes les petites imperfections de la peau, ainsi que les ombres, les rides et les imperfections du visage, sont nécessairement exagérées et doivent être surmontées par un travail manuel afin de produire une image correcte et agréable. C'est pour améliorer l'image et en supprimant et adoucissant ces imperfections que la plaque est envoyée au retoucheur qui travaille sur le négatif lui-même à l'aide d'instruments fins. Fin de citation. Il maîtrisait cet art. Des collèges entiers étaient dédiés à cette profession. Alors laissez-moi vous montrer quelques exemples de ce qu'il pouvait faire. Nous connaissons le vieillissement, mais il existait un procédé appelé gravure qui permettait à un photographe artistique de manipuler le négatif. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'explication détaillée en ligne sur ce dont il s'agit exactement. Nous savons qu'ils retouchaient les photographies avec de la peinture et même de l'aérographe, un terme qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Mais ils le faisaient depuis le début de la photographie. L'aérographe peut être plus difficile à remarquer. Mais il ne parle pas tellement de cet ancien processus photographique qu'il s'appelle la gravure et le modelage. Dans un livre datant de 1909 et basé sur un livre plus ancien datant de 1868, on trouve de nombreux exemples et explications sur ce processus. La gravure est exactement l'inverse de la retouche, car au moyen de couteaux de gravure, c'est une lame d'acier très tranchante, le film est rasé ou gratté proportionnellement à la quantité enlevée, ce qui permet de réduire les hautes lumières, d'accentuer les ombres, d'enlever les parties indésirables et de produire des détails là où l'opacité du négatif était si forte qu'elle l'aurait détruite. Il grattait donc le négatif avec un couteau pour enlever les choses correctes, et il jouait avec les lumières et les ombres pour enlever ou adoucir les zones trop détaillées. Mais il ne se contentait pas d'éliminer les imperfections et de rajeunir les gens, il pouvait déformer et manipuler les coups pour les rendre plus minces. C'est de la gravure ça ? Cette illustration détaille un processus de gravure au cours duquel ils ont redressé les yeux croisés, ce qui est assez impressionnant. Ils peuvent également prendre une photo de vous avec les yeux fermés, puis, d'une certaine manière, la gravure d'un œil peut être réalisée à partir d'un dessin, puis avec un mélange d'autres négatifs et avec un nettoyage à l'aide de processus de gravure, on peut lui donner un aspect réel. Si vous regardiez uniquement la dernière photo, vous ne verriez même pas que celle-ci a été manipulée. Alors, il pouvait aussi modifier la taille des gens et il pouvait aussi ajouter des vêtements sur un sujet, ce qui aboutissait à un résultat réaliste. Il pouvait modifier des coiffures, modifier votre corps dans des proportions drastiques. Puis ensuite, ils expliquent comment graver des figures individuelles à partir de groupes. Et cela se passe donc 10 ans avant Staline, et c'est basé sur un livre plus ancien. Donc oui, ils auraient pu faire cela bien plus tôt. En combinant la gravure et la retouche, c'est-à-dire en utilisant le couteau et le crayon, on grave et on modèle. Et avec ces deux instruments, on peut faire toutes les modifications que l'on veut sur le négatif. Les hautes lumières sur les dos, le cou, peuvent être réduites et atténuées. Les coups épais rendus minces, les draperies excessives supprimées, les nez crochus redressés, les ombres accentuées, les cheveux ajoutés, les arrière-plans modifiés, les parties indésirables supprimées, les figures retirées des groupes, etc. En gros, tout ce qu'il voulait faire, c'est l'ancien monde de Photoshop.
Ils l'ont fait avec des peintures de paysages, des cartes postales, des portraits, des photos de famille. Alors, pourquoi ne devons-nous pas croire qu'ils l'ont fait avec des photos politiques et nos archives historiques ? Les gens croient que les bâtiments sont construits à des dates précises uniquement sur la base de ces archives historiques qui auraient pu être facilement manipulées. Qui a laissé ces photos derrière lui ? Qui possède les entreprises de presse ? Qui possède les universités ? Il maîtrisait cette forme d'art dont l'origine est très probablement ancienne. Un exercice dans les livres montre comment les étudiants essayaient de graver dans différentes valeurs et de produire des fondus doux et graduels avec le couteau afin de contrôler finement ce processus. L'auteur explique comment retirer la figure de l'arrière-plan et la rendre beaucoup plus agréable que l'original, ainsi que le processus d'ajustement des ombres pour obtenir une valeur plus douce. Fondamentalement, toutes les photos de l'ancien monde sont fausses. C'est le processus de la photographie. Les négatifs étaient gravés et modelés pour être beaux. Ils devaient l'être, sinon les détails étaient trop forts. Il y avait beaucoup de zones sombres. Ainsi, nos archives photographiques de photos retouchées sont des photos manipulées, des photos altérées, des photos trafiquées, des Photoshop de l'ancien monde. Quel que soit le nom qu'on leur donne, mais elles ne sont pas réelles et nous devrions certainement remettre en question toutes les photos historiques et le niveau de retouche qui leur a été appliqué. Il est évident qu'il y a des niveaux à franchir. Les photographies nécessitent ce processus pour s'assurer parfois qu'il n'y a qu'une altération minimale, mais ce processus était connu des politiciens et des barons voleurs à l'époque. Vous ne pensez pas qu'ils en auraient profité ? Il y a une partie où il parle de la gravure des statuettes, et c'est vraiment bizarre. En s'écartant du travail de retouche commercial habituel, il est possible de produire des effets très agréables et artistiques qui sont toujours appréciés par le public amateur d'images. Pour les travaux spéciaux, et en particulier dans le domaine de la publicité, le retoucheur sera appelé à travailler les négatifs et les tirages pour obtenir des effets très différents de l'original. L'utilisation intelligente de l'eau forte et du crayon permettra au photographe de produire presque tous les résultats souhaités dans ce domaine. Il explique comment la figure entière est masquée et séparée, placée sur un nouveau fond, puis la tête de l'enfant mélangée aux poses du corps. Il explique aussi comment ils peuvent mélanger de manière transparente plusieurs photos d'une manière réaliste. Pas seulement en échangeant le ciel, parce que cela pouvait être un masque difficile. Il explique le processus dans lequel ils prennent une photo d'une pose du corps et des poses de la tête séparément, puis ils mélangent de manière transparente les photos pour donner l'effet souhaité par le client. Une gravure avancée montre comment ils ont pu transformer le portrait d'une personne en statue. Ils pourraient même changer l'expression de votre visage s'ils en avaient besoin. Bien que ce livre décrive en détail ce processus, il ne se concentre que sur des sujets humains, ce qui ne veut pas dire que c'est tout ce que cette gravure peut faire. Je comprends maintenant le processus de manipulation des photos, mais ce n'est pas seulement dans les portraits, car lorsque vous cherchez, de nombreux nouveaux sites ont fait des articles sur ce sujet, et ils ne montrent que les portraits retouchés. Mais pourraient-ils faire cela avec des paysages, des photos d'architecture, des photos de construction, des événements politiques ? Il semble qu'il devrait y avoir plus d'informations historiques sur ce sujet, surtout si nous trouvons ces photos dans les archives historiques. C'est une évidence, mais voici Colorado Springs en 1913, qui montre comment ce processus se déroulerait de manière plus évidente. Mais voyons si, dans certains cas, cela est moins évident. D'abord, je tiens à ce que vous vous rappeliez qui a imprimé ces photos et des milliers d'autres photos et cartes postales. La Detroit Publishing Company. Alors je tiens à remercier particulièrement Biggs pour nous avoir aidés sur cette vidéo. Il nous a fourni pas mal de photographies que vous pourrez aller retrouver sur sa chaîne. On met le lien en description. Dans les archives de la Bibliothèque du Congrès, si nous regardons cette photo de l'hôtel Murray Hill à New York, datant d'environ 1900, je vais la laisser zoomer pendant une seconde. À première vue, il n'y a rien de suspect. Je veux dire, il y a un brouillard étrange au-dessus du bâtiment qui ne ressemble pas à une exposition naturelle. Et nous pouvons également voir que le ciel est visible. Alors, comment est-ce possible ? S'agit-il d'une image où le ciel a été modifié ?
Mais zoomons de plus près car cette photo est vraiment très étrange. Pour commencer, tout le bas et le côté droit de l'image sont peints, alors que nous savons que la base est une photographie. Il est très étrange que cette photo soit étiquetée comme un négatif sur plaque sèche et qu'elle ne soit pas mentionnée comme un photomontage ou une image retouchée. Mais pourquoi pas? 15% de cette image ont été peints pour paraître réalistes, pour être invisibles. Un véritable art de retouche. Dans le ciel, il y a de la peinture sur les nuages et des marques de gravure laissées par ce processus. Vous pouvez voir que les rues ont été repeintes. Cette voiture a été peinte pour une raison quelconque. Ce réverbère est complètement peint. Et ne dites pas « Oh, c'est parce que certaines choses n'ont pas été détaillées ». Non, c'est un autre niveau de peinture. Des gens peints à différents endroits, certains mal dessinés, mais de loin, vous ne le remarqueriez pas. Des visages peints et des zones aléatoires. Toute cette partie de l'escalier est peinte. Donc il peindrait sur des photos historiques. C'est quand même bizarre. Et à droite de cette image, il y a une section qui n'est pas peinte. Il ressemble à un bâtiment. Et pourtant, ils ont essayé de le peindre. En Australie, le musée Powerhouse abrite une collection de photographies connue sous le nom de Tyrrell Collection, qui ne dit jamais rien sur les altérations. Il ne s'agit pas de photographie ou de manipulation, mais dans cette photo intitulée Carrying Wool à Sydney, nous voyons ce qui ressemble en haut à de la peinture grise avec une écriture blanche et un ciel blanc surexposé. Mais il ne s'agit pas simplement d'une surexposition de la lumière due au fait que les bleus sont plus clairs, mais plutôt d'une coupure nette. À première vue, cela ne semble pas très important, mais regardons de plus près. Vous pouvez voir qu'ils ont masqué ces hommes et que derrière eux se trouve la couleur et l'exposition originale du ciel. Et lorsque vous vous approchez de la laine, vous pouvez en fait voir qu'ils ont coupé jusqu'à 15 hommes de la photo. La vérité est que beaucoup de ces photos ont des artistes inconnus et que personne ne sait pourquoi ils ont fait cela. Dans la bibliothèque du Congrès, il y a une photo de Narragansett Pier, Rhode Island. Et il semble que celle-ci soit très similaire. Le gris est le ciel original. Mais pour une raison quelconque, ils viennent et ajoutent du blanc. Il n'y a pas d'autre explication que le fait qu'il s'agit de négatifs sur plaque sèche. Vous pouvez le voir sur de nombreuses photos de cette collection. De la bibliothèque du Congrès, Shelton Square, Buffalo. Regardons d'un peu plus près. Qu'en pensez-vous? Si cet objet était encadré dans un musée, je ne remarquerais pas grand-chose. Mais regardons de plus près encore. La première et la plus évidente des altérations est que l'image a été peinte. Les rues ont été complètement repeintes. Des figures et des personnes ont été dessinées. Certains diront qu'ils n'ont fait que nettoyer les ombres de l'exposition, mais c'est plus que cela. Vous pouvez même voir qu'ils comprenaient comment peindre les ombres. Rappelez-vous ce que nous avons appris dans le manuel de photographie. Il s'agissait d'un processus artistique avec la manipulation de ces négatifs. Et avec un couteau, ils pouvaient manipuler l'image pour qu'elle corresponde à leur vision. Et alors, si je vous disais que ces personnes pouvaient être rajoutées sans mentionner aucun des éléments ci-dessus, la plupart des gens diraient que je suis fou. Mais pourquoi? Cette personne regarde droit vers le sol, ce type a les mains dans le dos. Ils avaient la science et l'art de combiner des photos et d'ajouter des ombres. Plus il y a de monde, plus la photo est agréable. Et s'ils avaient des centaines de photos de ciel, qui peut dire qu'ils n'auraient pas la même chose pour toutes sortes de catégories, y compris des personnes debout qui ne regardent rien? Ensuite, en utilisant le processus de gravure ou même la peinture, il suffit de finaliser la photo. La plupart des gens ne pourraient pas le remarquer parce qu'ils n'ont aucune idée du processus en général. Et comme le dit le gars dans la voix off, qui va prendre une loupe et regarder ces choses? Vous pouvez même combiner des négatifs de photos mal prises pour donner l'impression d'une mauvaise exposition. Ce qui expliquerait pourquoi parfois dans les anciennes photographies, vous avez des gens très nets et des gens très flous en même temps. Certains ne bougent même pas, donc ce n'est pas à cause de la vitesse. On dirait donc qu'ils ont combiné de multiples négatifs avec différentes résolutions. Ils ont même repeint ce cheval et certaines perspectives de ces charrettes ne semblent pas correspondre à la réalité. Il y a plusieurs versions de cette photo. Vous pouvez voir dans cette version V2 qu'il y a une section blanche rayée avec ce grand rectangle blanc. Et bien sûr, c'est peut-être juste un artefact de quelque chose qui a touché le négatif. Mais alors, qu'est-ce que toutes ces rayures sur le bâtiment du milieu?
On peut également voir la même chose dans cette version V3, où le bâtiment avec le pansement blanc a maintenant des rayures similaires à celles du bâtiment central de la V2, comme s'ils essayaient de l'enlever pour l'utiliser pour d'autres photos. Une solution chimique a été ajoutée à ces sections afin d'en extraire certaines caractéristiques. Dans la bibliothèque du Congrès, le monument aux morts de Troy à New York. Alors au premier abord, ça ressemble à une photographie historique tout à fait normale, mais il s'agit en fait d'un exemple de photo qui a fait l'objet d'une modification du ciel. Alors si vous zoomez sur l'extrême gauche de la photo, il est évident qu'un masque quelconque a été fait autour du sommet du bâtiment. Et si vous regardez ici cette éclaboussure, vous pouvez voir que certaines sections n'ont pas été enlevées, ce qui montre qu'il y a encore des parties du bâtiment. Et vous pouvez voir que cela est confirmé parce qu'il y a un lampadaire derrière cette voiture sur la gauche. Suivez-le. Et vous voyez ces fils? Il y a des fils qui vont dans les arbres, des fils qui descendent le long de ce poteau et qui montent. Et cette zone a été recouverte de peinture ou enlevée chimiquement. Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'analyse de l'impact de l'utilisation de l'eau sur l'environnement et sur la santé. Il est clair qu'une partie plus haute du bâtiment a été coupée pour donner l'impression qu'il s'agit d'un panneau de briques latéral à la toiture. Mais il s'agit en fait d'une découpe. Et il y avait un bâtiment à cet endroit, ce qui est étrange car il ne semble pas s'aligner avec le bâtiment qui se trouve maintenant à gauche. Remarquez la bordure ornementale du sommet. S'agit-il donc d'un bâtiment ajouté? Remarquez comme sa qualité et sa forme sont différentes. Son niveau moyen me semble différent. Je veux dire, pourquoi ne pas croire que toute cette image est un composite? Ils auraient très bien pu avoir ajouté plus de personnes pour la rendre plus vivante et plus dynamique. Et quid de ces fissures sur l'obélisque qui semblent ajoutées ou rayées, comme s'ils voulaient se débarrasser de quelque chose? Pour moi, il semble qu'ils cachaient des fils qui étaient hauts dans le ciel, même en coupant ce poteau, et cela va jusqu'à l'autre côté de la photo. Ce n'est pas seulement l'exposition. Alors pourquoi faire cela et ne pas laisser d'explication? Nous en avons reçu 2 autres de la bibliothèque du Congrès, The Wayne County and Home Savings Bank Detroit, Michigan. Cette image me semble très bien. Je pense que la plupart des gens penseraient simplement qu'il s'agit d'une photo historique, d'accord. Mais en y regardant de plus près, le ciel n'est que de la peinture. C'est donc un faux ciel. Des câbles électriques ont été peints et certaines sections flottent. À droite de l'image, on voit plusieurs hommes avec des chapeaux hauts de forme et certains de leurs pantalons ont été peints d'une manière très étrange. De même, cette voiture juste à droite a été repeinte et ce type derrière la voiture n'a même pas de visage. Certains d'entre vous pourront penser qu'il s'agit d'une analyse excessive, ils ont juste voulu nettoyer les photos pour les rendre plus belles. Ok, mais voyez cette ligne blanche ici. Suivons-la et nous allons voir qu'elle mène au bâtiment. Nous montons, et regardez comme elle suit les contours de ce bâtiment. Ce que vous voyez sont les restes d'un masque dur. Vous pouvez même voir qu'ils ont peint le haut du masque. Il s'agit d'un bâtiment copié-collé et vous devez admettre que si je n'avais pas fait de zoom, la plupart de vous ne l'auraient pas remarqué. Une autre indication est que vous verrez un léger effet de lueur blanche autour des découpes. Elles sont à peine perceptibles. Mais maintenant que vous pouvez voir qu'il s'agit clairement d'une découpe et d'une combinaison de plusieurs négatifs, eh bien, ils ne l'ont pas indiqué dans la description. En fait, ils n'ont même pas donné la date. Une fois que tu as vu ce phénomène sur une photo, c'est plus facile de le voir sur d'autres. Et voici un autre bâtiment de Détroit, le Wayne County Building, datant d'environ 1902. Donc là, l'image a été filtrée avec un ciel vanillé. Donc c'est évident vers la droite parce qu'ils ne l'ont même pas terminé. Mais bon, vous pouvez penser que cela ressemble à un accident. Eh bien, en fait, il y a une tour à droite de ce bâtiment que vous ne pouviez même pas remarquer. Très étrange, ils l'ont enlevé. Et vers le haut, ils l'ont complètement enlevé. On le voit à peine, mais il est là, à côté de cet horrible travail de masquage, dont ils ne se sont même pas souciés parce qu'ils savaient que les gens ne le remarqueraient pas. Ces Moon Tower, ces tours de lune, étaient des tours électriques qui éclairaient la ville. Pour une raison quelconque, on a voulu supprimer toute trace de ces tours et des câbles qui les reliaient sur ces images historiques.
Et on nous a laissé de nombreuses images présentant ce phénomène de ciel vanillé. Si vous regardez devant la caméra, vous pouvez voir combien de câbles il y avait réellement. Et aussi beaucoup de ces tours de lune de Détroit ont été achetées par Austin. Et certaines sont encore debout, soi-disant. Ah mais oui, quelqu'un a séparé ce bâtiment de l'arrière-plan et a supprimé des parties importantes de cette image, y compris les lignes de tramway et les bâtiments à gauche et à droite. Maintenant, toutes les photos que je vous ai montrées de la bibliothèque du Congrès proviennent de la société d'édition de Détroit. Rappelez-vous cette photo du Colorado qui était un composite évident. La Detroit Publishing Company savait donc parfaitement comment masquer et composer des images, ou plutôt faire des montages photographiques de type victorien. Les ciels vanillés ne sont pas juste une histoire de surexposition, mais bien un processus de masquage par lequel ces sociétés d'édition photographique combinent et modifient les photographies. La Detroit Publishing Company était connue pour avoir réalisé de célèbres cartes postales rappelant les mêmes ciels. Eh bien, nulle part dans cette page, il n'est expliqué les techniques utilisées ni les manipulations ou retouches effectuées sur les cartes postales. Et elle n'indique pas non plus que la société a fait don de sa collection à la bibliothèque du Congrès. S'il modifiait les cartes postales, pourquoi ne pouvait-il pas modifier toutes les autres photos qu'il prenait ? D'ailleurs, leur photographe le plus célèbre, William Henry Jackson. Cet homme est un personnage historique, mais il est aussi devenu directeur de l'entreprise en 1903. Ce type est célèbre pour ses photos de l'Ouest américain, et il est l'arrière-petit-neveu de Samuel Wilson, de l'oncle Sam. L'oncle Sam est une personnification nationale du gouvernement fédéral, et le personnage est né pendant la guerre de 1812. Tout le monde connaît cette pièce de propagande. Eh bien, l'oncle Sam, le neveu de William Henry Jackson, et son grand-père faisaient des bandes dessinées pour les journaux, donc cela fait partie de l'histoire de leur famille. William Henry Jackson était un peintre de la guerre civile et sa mère, Harriet Maria Allen, était une aquarelliste de talent. Jackson était considéré comme un excellent jeune peintre. William est considéré comme un personnage important de l'histoire du Vieil Ouest, parce qu'il parcourait la piste de l'Oregon et se rendait dans les endroits les plus reculés pour prendre ses photos. Il était avec les Mormons et s'est rendu à Salt Lake City, puis il prit un train jusqu'à Los Angeles, prenant certaines des photos historiques les plus importantes de l'Ouest des États-Unis. On suppose qu'il a pris 80 000 photos de l'Ouest américain et qu'il a été commémoré par l'Adventure Club of New York, un club privé orienté vers l'aventure. Club des hommes fondé à New York en 1912 par Arthur Hoffman, créateur du magazine Adventure, qu'il utilisait pour promouvoir ses opinions politiques et préparer les gens à la guerre. Il a été journaliste toute sa vie et a donc fait de la propagande. Quel est le but de ce club d'aventure ? Mark Twain en était également membre, étrangement. Ces hommes étaient donc tous de mèche, et lorsque Jackson s'est rendu dans le sud-ouest du Colorado, il a découvert cette région où se trouve le Ovenwip National Monument, dont il est responsable du nom. Ovenwip signifiant vallée déserte, mais aussi ruine d'anciennes communautés. Voici William Henry avec un appareil photo massif, et la description précise est qu'il s'agit d'un équipement non identifié. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des photographies que William Henry aurait prises au cours de sa carrière. Il a pris des photos dans le monde entier. Voici une église à Guadalupe, Mexico. Des bleus surexposés ? Non. Un ciel vanillé. Les arbres ont été effacés, mais ils n'ont même pas fini le processus. Il y a beaucoup de photos qui sont attribuées à William Henry Jackson. Une des descriptions dit probablement William Henry Jackson. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un autre personnage comme l'oncle Sam, une icône culturelle que ces sociétés nous donnent à manger pour que nous ne nous posions jamais de questions sur ce qui se passe, comme cette photo de Jackson datant de 1870 d'un homme en costume de randonnée qui a l'air bizarre. Il est responsable du Mexique en couleur et de nombreuses photographies avec des ciels vanillés. Cette cathédrale, un pont ferroviaire avec ce qui semble être le sommet d'un ancien barrage avec des tunnels voûtés. Il est également signé Detroit Photographic.
Il existe une commission des transports du monde entier avec 900 images de William Henry Jackson à travers l'Afrique du Nord, l'Asie, l'Australie et l'Europe. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Imaginez qu'il s'agisse vraiment d'une production. Je veux dire, les gens n'accordent pas la même valeur s'ils ne pensent pas qu'un artiste ou une personnalité publique est derrière tout cela, et cela leur semble plus naturel. Alors que si une grande entreprise est impliquée, les gens commencent à se poser des questions. Il y a d'autres photos, d'autres studios, comme dans cette collection de la 5e avenue du début à la fin. Il y a cette photo où, en bas à droite, un officier de police est peint, et les rues sont peintes au-dessus d'une photographie. C'est dans les archives de la Bibliothèque publique de New York. Dans une autre, un cheval est peint. Et sur certaines photographies plus anciennes de cette collection, il est difficile de voir le masque autour des bâtiments parce que la qualité est vraiment mauvaise. Mais sur cette photo de la même collection, un bâtiment présente une section découpée au hasard, ce qui montre qu'il a été découpé et recouvert d'une couche vanillée. Alors regardez cette photo. Elle a l'air d'être une autre photo historique tout à fait classique. Mais si vous zoomez, vous pouvez voir ce type qui se tient étrangement debout et quelqu'un qui marche derrière la voiture. Et vous pouvez voir la silhouette de la personne à travers la voiture. Cela ne peut pas être un produit de l'exposition. Ça doit être un artefact de l'utilisation de plusieurs négatifs. Je pourrais continuer à faire ça sur beaucoup de photos. Il y a des foules, des bâtiments peints. Il n'y a aucune contrainte quant à ce qu'ils peuvent faire. Si quelque chose manque, ils utiliseront la gravure pour modifier la photographie, combineront les négatifs pour obtenir un résultat final et en feront don à la Bibliothèque du Congrès et à de nombreux musées locaux. Et c'est ce qu'ils montrent dans de nombreux cas. Donc voilà nos archives photographiques. Et ça vient des mêmes personnes qui produisent nos cartes postales. Pensez à ça. Nous avons besoin de beaucoup d'explications sur la façon dont ces photos ont été faites, particulièrement les photos historiques. Comment pouvons-nous faire confiance aux photos de construction comme des preuves solides, quand nous savons qu'ils avaient Photoshop dans les années 1850 et qu'ils utilisaient ce processus de manipulation de photos pendant la Première Guerre mondiale pour la propagande? Comment pouvons-nous faire confiance à ce que nous dit le récit officiel du courant dominant? Sommes-nous censés accepter qu'ils aient construit des milliers de ces bâtiments entre 1880 et le début des années 1900? Nous ne pourrions pas faire cela aujourd'hui, même avec tout notre équipement et notre argent. Nous ne pourrions pas construire des milliers de ces structures en briques en l'espace de 20 ans. Certaines histoires donnent encore moins de temps pour ces dates de construction, et les seules preuves qui nous sont données sont des photographies dont beaucoup sont extrêmement douteuses. L'absence extrême de documents photographiques est suspecte en soi. Ajoutez à cela qu'ils avaient maîtrisé la capacité de manipuler les photos au début des années 1800 et vous avez une recette pour contrarier complètement le récit des générations futures. Il s'agirait de l'outil le plus puissant de l'élite. Nous devons utiliser d'autres méthodes pour remettre en question la narration officielle. En dehors des photographies qui ont été données aux bibliothèques et aux collections d'archives par l'intermédiaire de ces sociétés d'édition. Et qui, à votre avis, possède et finance ces sociétés? Les Boys Club. Alors, qu'en pensez-vous? Devrions-nous faire confiance aux photos historiques sans poser de questions? Ou devrions-nous être plus attentifs lorsque nous recevons une histoire de la part d'officiels afin de vérifier s'il n'y a pas manipulation ou mensonge pour que nous puissions vraiment creuser jusqu'au bout et voir ce qui se passe réellement? Si vous avez d'autres connaissances sur les photographies composites anciennes ou des exemples, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et sur ce, continuons à remettre en question le courant narratif dominant et faisons en sorte que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?